Coup de projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, nous nous tournons vers les héros de la préservation de la biodiversité du continent et nous regardons comment utiliser les matériaux de recyclage. Et sans plus tarder, voici le sommaire de votre magazine. Rencontre à Nairobi avec Ophir Drori, un photojournaliste israélien qui a dédié sa vie au combat contre le trafic d'animaux sauvages en Afrique. Il œuvre aujourd'hui au sein du réseau Eagle, une équipe d'éco-activistes et d'investigateurs qui n'hésitent pas à plonger dans le monde de la criminalité et de la corruption pour sauver les espèces menacées. Et cette nuit-là, entre voir ce bébé chimpanzé, ma frustration de la corruption et finalement le sauvetage de ce bébé chimpanzé, j'ai décidé de pratiquement tout écrire, tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est devenu une ONG spécialisée dans la faune, dans la lutte contre la corruption, afin de faire appliquer la loi. Recycler les déchets en pavés écologiques de revêtement de route, c'est une solution environnementale qui fait son chemin en Afrique et elle arrive à Bamako. On peut faire 2 mètres carrés par jour. Et avec ces 2 mètres carrés là, on gagne 20 000 francs. C'est pas mal. Nous sommes en train de nous débrouiller comme ça. Le jour dont on aura c'est-à-dire les équipements nécessaires pour faire une grande quantité, mais pourquoi pas ne pas avoir des millions par jour, un chiffre d'affaires de millions. C'est un animal très recherché pour sa viande et ses écailles. Objet de tous les trafics, le pangolin du Gabon est protégé mais ne réussit pas à échapper aux contrebandiers. Pour les Gabonais, le pangolin va être tué pour la consommation. C'est-à-dire que les pangolins font partie des gibiers les plus appréciés en tant que viande de brousse en fait. Pour ce premier reportage, je vous emmène à Bamako, la capitale malienne. Dans un pays plus menacé que jamais par le terrorisme, les habitants continuent de faire preuve d'un esprit d'initiative et d'entrepreneuriat exceptionnel. Exemple avec ce jeune chef d'entreprise qui démontre que les déchets peuvent trouver une seconde vie inattendue. Sa solution, les transformer en pavés écologiques utilisés pour recouvrir certaines routes de Bamako. À la clé, la promesse d'une nouvelle esthétique et d'une durabilité inédite pour l'infrastructure urbaine. Notre envoyé spécial au Mali, Sayon Kourouma, nous en dit plus. Regardez. En plein jour, dans un coin tranquille de Bamako, la capitale malienne, une initiative prend vie. Cheikh et son fidèle assistant se lancent dans une démarche de collecte des déchets plastiques qui transcendent les apparences. Derrière cet acte en apparence simple se cache en effet une mission cruciale en faveur de la durabilité environnementale. Nos caméras les accompagnent ce jour-là lors d'une collecte à Moribadougou, un quartier en périphérie de Bamako. Pour Cheikh, 23 ans, cette initiative incarne une action éco-responsable. Ça, c'est juste pour protéger l'environnement. Les plastiques sont bio non dégradables et c'est une activité qui permet non seulement de maintenir la salubrité dans la commune et aussi de lutter contre la pollution de l'environnement. Les déchets sont de l'or. On peut beaucoup faire avec les déchets tout en valorisant. Une fois les déchets rassemblés, le processus de transformation se déroule dans l'atelier. Les plastiques récupérés sont soigneusement triés puis introduits dans le four. Sous l'effet de la chaleur, la métamorphose prend forme. Les matières plastiques fondent, offrant ainsi une nouvelle vie à ce qui était autrefois de simples déchets. Cette matière fondue est ensuite versée dans des moules, donnant naissance à des pavés écologiques prêts à contribuer au quotidien des citoyens et à l'amélioration de leur environnement. Une initiative qui, au-delà de son impact environnemental, permet aux jeunes entrepreneurs de générer 20 000 CFA par jour. On peut faire 2 mètres carrés par jour. Et avec ces 2 mètres carrés là, on gagne 20 000 francs. C'est pas mal. Nous sommes en train de nous débrouiller comme ça. Le jour dont on aura c'est-à-dire les équipements nécessaires pour faire une grande quantité, mais pourquoi pas ne pas avoir des millions par jour, un chiffre d'affaires de millions. Au-delà de la transformation des déchets plastiques en pavés, cette initiative ouvre de nouvelles perspectives. Pour Ibrahim, 19 ans, ce projet de recyclage est bien plus qu'une simple démarche écologique. Il représente une véritable opportunité pour l'avenir. C'est un projet éco-responsable. Nous croyons fermement à la perspective d'avenir que représente ce recyclage.
Nous nous y investissons dans l'espoir de devenir autonomes et d'évoluer indépendamment. Mon engagement est également motivé par le fait que je peux gagner 3 000 francs CFA par jour, une somme qui répond à certains de nos besoins. Dans cette perspective, le jeune entrepreneur met en lumière un autre aspect novateur de son initiative. Les pavés qu'il produit se distinguent par des caractéristiques uniques comparativement à ceux fabriqués à base de ciment. C'est le produit fini. Ces pavés peuvent faire plus d'une centaine d'années chez vous. C'est devant les devantures et aussi par rapport à la construction des routes. Avec ça, c'est très résistant et c'est très efficace. Contrairement aux autres pavés qui ont été produits par les ciments. Ces pavés ne seront pas confinés à l'atelier. Ils embellissent désormais les rues de Bamako, offrant une esthétique nouvelle et une durabilité inédite à l'infrastructure urbaine. Nous nous rendons à Badalabougou-Sema, où cette rue de 125 mètres de long et 8 mètres de large a été revêtue de pavés création de Cheikh Koulibaly. Toutes les rielles sont pavées avec ça jusqu'au fond. Voilà, pas d'autres. Voilà. Vous pouvez même voir en bas comment ça a été fait, vous voyez. Les bennes de 10 tonnes marchent là-dessus, rien. Voilà. Elle ne durait plus que 40 à 50 ans, hein, ou plus. Selon les propos de l'ingénieur. On tient à dire merci à Cheikh aussi pour sa contribution, quoi. Voilà. C'est des pavés qui ont été faits avec un peu de sable seulement. Un peu de sable, du flip, et ensuite le reste, c'est des plastiques. Et Cheikh Koulibaly rêve grand, faire de ce projet une entreprise prospère au cœur de Bamako afin de combattre la pollution et de diminuer les risques des maladies liées à ces déchets et son ambition. Un rêve qui prend déjà vie grâce à cette initiative prometteuse. Moi, mon plus grand, c'est quoi? C'est d'avoir les équipements, les matériels pour pouvoir produire beaucoup de quantité et satisfaire aussi les clients. Je compte avoir dans les jours à venir des matériels nécessaires, vu que c'est-à-dire les déchets sont en train de poser des dégâts dans notre pays qui est le Mali. Je me suis dit pourquoi ne pas chercher une solution concernant la valorisation de ces déchets-là. Selon l'Agence de développement régional de Bamako, la capitale malienne produit en moyenne 2000 tonnes de déchets par jour. Classée 16e parmi les 25 villes les plus polluées au monde, la ville des Trois Caïmans peine à gérer ses déchets. Pourtant, en 2016, l'OMS révélait que 12,6 millions de personnes avaient perdu la vie à cause d'un environnement insalubre. Près de 400 crânes de singes en provenance du Cameroun interceptés à l'aéroport de Paris-Roissy. C'est la triste découverte que viennent de faire les douaniers français. Ce trafic très lucratif et difficile à éradiquer d'espèces en voie de disparition et le combat de notre invité Ophir Drori. Il est aujourd'hui l'un des fondateurs du réseau Eagle, spécialisé dans la lutte contre le trafic d'animaux sauvages en Afrique. Une mission qui lui a valu l'attribution de plusieurs prix internationaux et l'a amené à écrire un ouvrage sur les derniers grands singes. Il a confié à notre journaliste Edwin Kariuki à Nairobi comment il avait découvert sa mission lors d'un voyage au Cameroun. Ophir Drori, bonjour. Vous êtes le fondateur d'Eagle, une organisation d'éco-militants déterminée à lutter contre les criminels s'attaquant à la faune en Afrique. Et tout a commencé en 2003, lorsque vous rencontrez un petit chimpanzé camerounais appelé Futur. Que s'est-il passé ? Eh bien, tout a commencé lorsque je suis arrivé au Cameroun en tant que journaliste. En fait, je suivais l'exemple de Jane Goodall, la primatologue, selon laquelle, si nous ne faisons rien contre le commerce illégal des singes, de la viande, nous allons perdre des grands singes d'ici 20 ans et de nombreux autres animaux protégés au profit du commerce illégal. Le commerce international illégal. Et j'ai commencé cet article en suivant cette piste. En fait, il était assez facile pour moi de voir comment ce commerce illégal n'est pas enraciné dans la pauvreté ou dans de petits villages, mais en fait, il est conduit par les riches et les puissants. Ce sont les mêmes agents de la faune et les policiers chargés de faire appliquer une loi qui existait et qui donne jusqu'à 3 ans d'emprisonnement à quiconque détient même un chimpanzé. Ce sont les mêmes personnes qui sont en charge de l'application de ces lois qui dirigent réellement le commerce.
Alors, bien sûr, la corruption était la chose la plus importante. Et je terminais peut-être les 3/4 d'un article montrant le lien entre le commerce illégal international, très organisé, une loi qui était mise en place pour l'empêcher et qui n'a même pas été appliquée une seule fois à cause de la corruption. Tout cela était assez clair et très facile à démontrer, car ces animaux sauvages protégés étaient vendus assez ouvertement. Et là, je suis allé chercher la lumière au bout du tunnel pour mon article, dans le monde de la conservation et les ONG. Et comme je suis allé là-bas pour obtenir un peu d'optimisme pour mon article, pour voir des solutions à la corruption, aux fins de l'application de la loi, j'ai trouvé un problème beaucoup plus important. En fait, j'ai trouvé un monde très détaché, une sorte d'ONG qui parle de sensibilisation, de séminaires, d'ateliers, mais qui ne veut pas se salir avec l'application de la loi et certainement pas avec la corruption, pour se mettre en conflit avec certains, les personnes puissantes. Et c'est là que j'ai arrêté l'article. Et au cours de mes recherches, j'ai vu un bébé chimpanzé sur le point de mourir, qui était orphelin, un survivant du massacre de sa famille. J'ai fini par sauver ce bébé chimpanzé. Et le même jour où j'ai vu ce bébé chimpanzé sur le point de mourir et confronté de première main à la corruption qui empêche même l'application de cette loi, et donc empêche de sauver ce chimpanzé, j'ai pris l'initiative d'essayer d'exprimer ce que je vois et ce qui fait défaut dans le système. Et cette nuit-là, entre voir ce bébé chimpanzé, ma frustration de la corruption et finalement le sauvetage de ce bébé chimpanzé, j'ai décidé de pratiquement tout écrire, tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est devenu une ONG spécialisée dans la faune, dans la lutte contre la corruption, afin de faire appliquer la loi. J'ai sauvé son bébé chimpanzé. Et tout ce qui a été écrit cette nuit-là, je devais rester, être le père et la mère de ce bébé chimpanzé pendant un moment. Et Futur, ce bébé chimpanzé, m'a en fait forcé à rester et à appliquer ce que j'écrivais pour montrer que c'était possible. 13 ans après avoir créé votre première association, l'AGA au Cameroun, le réseau Eagle est désormais implanté dans 10 pays africains. Contre quel type de criminalité lutte-t-il ? Eh bien, quand nous parlons de crimes contre la faune, beaucoup de gens pensent encore aux braconniers et au braconnage, et à certaines petites choses qui se passent dans un village. En fait, la criminalité liée aux espèces sauvages est le 5e des plus grands trafics dans le monde. C'est lié au crime organisé et à d'autres formes de criminalité, comme la drogue, le commerce illégal, le trafic d'êtres humains, le trafic d'armes, tout cela est souvent lié. Nous avons donc affaire à ces criminels, pas forcément des braconniers, qui sont envoyés par les plus gros trafiquants, mais en fait qui sont liés au crime organisé international, au réseau criminel, qui gagne beaucoup d'argent grâce à ce commerce illégal d'espèces sauvages et en impliquant les petits braconniers, qui sont souvent liés à une corruption de haut niveau. Et c'est pourquoi maintenant, nous avons pu mettre en prison plus de 2500 grands trafiquants, arrêtés, condamnés et mis derrière les barreaux. Cela inclut les généraux, les politiciens, des commissaires de police, des directeurs de la faune sauvage en charge de toute la gestion des espèces de leur pays. C'est donc le vrai crime contre la faune. C'est du crime organisé, une criminalité de haut niveau liée à de nombreuses autres formes de crimes. Et c'est notre travail d'essayer de les traquer et travailler avec les autorités pour assurer qu'ils sont arrêtés, condamnés, mis derrière des barreaux face à cette vaste corruption.
Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Dans quelques instants, nous allons retrouver notre invité Ophir Drori, mais tout de suite, je vous propose de plonger dans un autre trafic d'animaux sauvages, celui des pangolins, très recherchés pour leur viande et leurs écailles. En dépit d'une lutte sans relâche, certains circuits de contrebande parviennent à prospérer dans plusieurs pays africains, notamment au Gabon, l'un des lieux d'habitat de ces animaux nocturnes. Et cela alors même que l'animal a fait partie depuis plusieurs années des espèces protégées. Notre correspondant au Gabon, Jorovis Dabani, a suivi le dossier en interrogeant les protecteurs des pangolins sur la persistance du trafic. Regardez. Dans le parc national de la Lopé, à quelques heures de la capitale Libreville, une équipe de scientifiques anesthésie un pangolin géant. Un émetteur sera installé permettant de géolocaliser l'espèce. Le spécimen, qui pèse 40 kg, va être ensuite relâché dans son milieu naturel. Le sort de cet animal, peu connu du grand public, inquiète les chercheurs. Le mammifère, recherché pour sa viande réputée savoureuse et ses écailles, est devenu le plus braconnier au monde. Depuis 2020, le pangolin est soupçonné par des chercheurs d'avoir transmis le coronavirus. Au Gabon, des nouvelles lois ont été prises interdisant sa capture, sa commercialisation et sa consommation. Sur les étals de ce marché de Libreville, l'espèce s'est raréfiée et les commerçantes ont perdu leurs meilleurs clients. Avant l'épidémie, la vente du pangolin, pourtant interdite, était une bonne affaire. Des acheteurs chinois venaient à l'ouverture du marché pour rafler toute l'offre des commerçantes. Aujourd'hui, les vendeuses peinent à se faire une marge. Avant, les gens venaient au marché pour payer le pangolin. Depuis qu'on nous a interdit de ne plus vendre le pangolin, de un, c'est interdit par les eaux et forêts. De deux, on dit que c'est le pangolin qui amène le corona. Nous, on ne vend plus le pangolin. Donc même si les gens, je sais que les gens aiment le pangolin, mais nous, on ne le vend plus parce qu'on respecte les instructions des eaux et forêts. Le commerce de pangolin est interdit depuis 2016, mais de nombreux Gabonais l'ignorent. L'ONG anti-braconnage Conservation Justice sensibilise régulièrement les villageois, mais les habitudes ont la vie dure. Conservation Justice assure que les mentalités progressent, mais qu'il faudrait renforcer la surveillance. Dans plusieurs restaurants à travers le pays, on propose toujours des plats de pangolin aux clients. Mais je pense qu'à ce niveau, il serait quand même intéressant que l'État essaie de mettre en place un bon mécanisme qui existe déjà d'ailleurs, de répression, donc en faisant appliquer la loi visant justement à faire punir les auteurs et même les complices de ces trafics-là. À la direction scientifique des parcs nationaux, on déplore une explosion du braconnage autour de l'espèce. Pour cette biologiste, ce n'est pas la viande vendue quelques francs CFA qui fait la valeur du pangolin, mais plutôt ses écailles qui s'arrachent à prix d'or sur le marché international. Pour les Gabonais, le pangolin va être tué pour la consommation. C'est-à-dire que les pangolins font partie des gibiers les plus appréciés en tant que viande de brousse en fait. Et donc, les Gabonais vont se ruer vers ces espèces-là pour la consommation. Maintenant, il y a un trafic qui a été signalé au niveau international, donc le trafic des écailles, qui va être, qui requiert en fait un prélèvement dans la nature des pangolins, mais juste les écailles vont être conservées en fait. Donc, il y a une grosse pression sur les pangolins pour la viande et pour les écailles. D'après cette scientifique, le constat est frappant dans le nord du Gabon, notamment dans le parc national de Mikébé, le plus vaste des 13 parcs nationaux, frontalier du Cameroun, lui-même frontalier avec le Nigeria, véritable plaque tournante où le kilo se négocie à 60 000 francs CFA, avant de rejoindre l'Asie où il atteint 650 000 francs CFA. Je n'ai pas encore assisté à de grosses saisies d'écailles comme ce qui se passe au Cameroun ou au Nigeria. Par exemple, au Cameroun, en 2017, j'ai assisté à la première incinération d'écailles, on va dire, en Afrique. Et c'était plus de 3 tonnes d'écailles de pangolin qui avaient été incinérées cette année-là, juste après que les pangolins aient été tous listés sur l'annexe 1 de la Convention CITES. Et ensuite, au Nigeria, j'ai assisté à l'analyse d'une saisie de près de 7 tonnes, plus de 7 tonnes d'écailles de pangolin. Donc, vous voyez un peu les chiffres. Voilà, ce ne sont pas des chiffres que j'ai rencontrés ici au Gabon, mais par ailleurs, ce n'est pas possible, en fait, par exemple, au Nigeria, lorsqu'il y a une saisie de 7 tonnes d'écailles de pangolin,
ce n'est pas possible que ces 7 tonnes d'écailles de pangolin proviennent du Nigeria. Parce que vous voyez, donc le Cameroun, le Nigeria vont être comme des pays qui vont fonctionner un peu comme des plaques tournantes pour l'exportation de ces produits illicites-là vers l'extérieur. Au Gabon, 3 des 4 espèces africaines de pangolins vivent dans les forêts du pays, qui recouvrent 88%. Ces dernières années, le ministère gabonais des eaux et forêts a redoublé de vigilance. Et depuis la crise sanitaire, des nouvelles lois ont été adoptées pour stopper le braconnage dans le pays, ce qui n'empêche pas les vendeurs de multiplier les stratégies et de se retrouver parfois sur des marchés discrets. Parlant du pangolin géant, c'est une espèce déjà intricalement protégée. Aujourd'hui, les 2 autres espèces aussi sont protégées. Il y a un texte réglementaire qui vient d'être pris, qui protège aussi ces 2 espèces. Donc, devient trafiquant du pangolin toute personne qui exploite le pangolin. Donc, toute personne qui chasse le pangolin, tout ça devient automatiquement qui devient le braconnier. D'après Trafic, une ONG basée au Royaume-Uni, en 7 ans, plus de 330 tonnes de pangolins et leurs écailles ont été saisies rien qu'en Asie, contre 609 entre 2017 et 2019. L'ONG explique que cette baisse est la conséquence directe des mesures prises pendant la période du Covid-19. Les autorités ont adopté des normes strictes de protection de la faune et le pays œuvre activement pour que le pangolin géant soit classé comme l'une des espèces les plus menacées au monde. La nouvelle loi gabonaise prévoit des peines allant de 6 à 10 ans d'emprisonnement ferme et une amende de plus de 2 millions de francs CFA. Nous retrouvons Ophir Drory pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Il explique à notre journaliste Edwin Kariuki comment son groupe d'éco-activistes collabore avec les gouvernements africains dans des enquêtes, des opérations d'arrestation et le suivi juridique des trafiquants. Alors que de nombreuses organisations se spécialisent dans le travail de plaidoyer, Eagle a adopté une manière d'agir plus décisive. Il s'agit d'enquêtes secrètes sur les réseaux criminels et de suivi des poursuites. Comment cette approche est-elle payante? Eh bien, en effet, il était clair pour nous depuis le début que cette crise de la course à l'extinction de ces espèces qui sont commercialisées et le manque de mise en application des lois agissent comme une justification pour qu'une ONG fasse un pas en avant vers l'action et ne pas juste parler du problème de l'extérieur ou pire, de ne pas en parler. Mais pour réellement collaborer avec le gouvernement sur le terrain, sur l'ensemble du processus, des enquêtes aux opérations d'arrestation, au suivi juridique jusqu'aux prisons sur les 9 pays et bientôt 10. Dans chaque pays, nous avons une équipe d'activistes et une équipe d'élite qui ont 4 activités différentes. La première, les enquêtes. Nous avons des enquêteurs en civil, leur rôle est d'infiltrer le commerce, de s'infiltrer, de remonter la chaîne, d'essayer d'attraper non pas les petits braconniers, mais les trafiquants. Et parfois les plus gros trafiquants, et parfois même ceux qui corrompent les hauts fonctionnaires. Leur rôle est de bâtir la confiance avec les trafiquants jusqu'à un point où nous pouvons mettre en place une opération d'infiltration et arrêter les trafiquants sur le fait. Maintenant, la deuxième activité concerne les opérations d'arrestation. Là où nous travaillons avec les autorités sur le terrain, avec la police, avec les agents de la faune dans la planification de ces opérations d'arrestation, ces opérations d'infiltration sont organisées de manière sophistiquée pour arrêter les trafiquants sur le fait. Nous sommes là sur le terrain, nous le faisons avec eux. Vient ensuite le suivi juridique. Cela commence en fait par les interrogatoires avec l'aide des conseillers juridiques pour mener ces interrogatoires en essayant d'obtenir toutes les informations et lister les accusations afin de pouvoir les accuser de ces crimes. Mais cela va aussi jusqu'à la fin du processus juridique, proprement dit, jusqu'au procès. Et enfin, jusqu'au système pénitentiaire. Nous aidons donc les gouvernements avec les avocats qui représentent ces cas au nom de l'État. Mais nous luttons également contre la corruption à travers tout ce processus, ce qui signifie que nous interceptons les tentatives de corruption depuis le niveau des arrestations jusqu'au niveau légal du procès et voire même jusqu'au système pénitentiaire. Nous allons jusqu'à rendre visite à nos prisonniers une fois par semaine pour voir si leurs droits humains sont respectés, mais en même temps pour voir s'ils sont là.
Parce que les criminels qui sont souvent riches peuvent sortir des prisons. Nous sommes donc conçus de manière à lutter contre la corruption tout au long du processus. La corruption ne nous surprend pas. C'est une nuisance. Ce sont nos raisons d'être et de la contrôler. Souvent, nous devons surveiller et voir si quelqu'un va acheter sa sortie de prison. Bien sûr, sous prétexte qu'il s'est échappé de prison, et nous travaillons très rapidement avec la justice pour les ramener en prison, là où ils doivent être. Et c'est à cela que vous êtes confrontés pour intercepter la corruption et lutter contre cette corruption. Sachant que la corruption est le principal obstacle à la lutte contre la fraude, nos statistiques montrent que 85% de nos opérations d'arrestation impliquent une tentative de corruption. Nous l'interceptons et la combattons alors. Le système judiciaire est tout aussi dérangeant. Dans 80% de nos cas, on peut voir quelqu'un essayant d'en soudoyer un autre, qui essaierait d'interférer dans une tentative de pot de vin, où il peut s'agir d'un trafic d'influence ou d'une autorité supérieure qui soutient le réseau criminel, essaie d'intervenir et tente de libérer cette personne de prison, par exemple, ou du procès lui-même. Faudrait-il plus d'implication vu que votre organisation a dévoilé de nombreux liens entre le trafic d'espèces sauvages et la criminalité internationale? En effet, nous parlons de crime organisé. Et le crime organisé ne se limite pas au trafic d'espèces sauvages. Tant de fois nous avons des opérations d'arrestation dans lesquelles nous voyons ces liens. Qu'il s'agisse de trafic de drogue, de trafic d'armes, de trafic d'êtres humains, etc. Je vais vous donner un exemple des opérations d'arrestation que nous avons menées cette année. Ces derniers mois au Cameroun, à 2 reprises, 2 opérations d'arrestation différentes avec les autorités ont heurté le lien entre le trafic d'espèces sauvages et le commerce illégal de restes humains, de squelettes humains. Et en fait, dans ces 2 opérations de répression, 2 réseaux différents ont été stoppés. Cela a commencé à partir de nos enquêtes sur l'Ivoire, mais 2 réseaux criminels différents ont été arrêtés. Faisant le commerce illégal de restes humains dans une des opérations, c'était assez impressionnant. Les trafiquants tenaient 2 valises à roulettes et chacune d'elles contenait le squelette d'un être humain avec encore des cheveux sur la tête. Et lorsque nous faisons cela, nous comprenons que nous sommes en mesure, grâce à notre travail avec les gouvernements, d'aider non seulement à trouver des crimes contre les espèces sauvages, mais aussi à tenter d'aider dans d'autres crimes, inconnus ou non traités. Et nous essayons d'apporter notre aide à cela. Les cybercriminels sont un autre cas, par exemple. Ainsi, le commerce illégal est souvent lié à cette cybercriminalité. Et nous sommes en mesure d'aider ces pays dans certaines des toutes premières arrestations de cybercriminels et de faire avancer l'application de la loi sur les espèces sauvages et le système judiciaire. Et c'est là où cela jouera un rôle beaucoup plus important. C'est donc ce qui apporte le plus de satisfaction lorsque nous pouvons lutter contre le trafic des êtres humains, le trafic de drogue, la cybercriminalité, le commerce illégal de restes humains dans le cadre de notre travail. Et c'est parce qu'un crime est un crime que les trafiquants d'espèces sauvages sont des criminels. Crime is crime, and wildlife traffickers are traffickers, first and foremost. Et voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Ophir Drory ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.